persuadé que la guerre en Ukraine va se finir en 2023. Donc, on va demander son avis à notre invité, Sergueï Girnov. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour Blaise et bonjour tous nos éditeurs. Merci. Oui, Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka ce matin. Alors, est-ce que vous pensez que cette fichue guerre va se finir en 2023, Sergueï? grande question. Personne ne le sait, déjà. C'est pour ça d'ailleurs, d'où d'ailleurs la question, la grande question. En réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut répondre en 3 phases. Première phase, cette guerre peut se terminer demain. Si Poutine dit je me suis trompé, j'ai fait une connerie, j'arrête la guerre, je me retire de l'Ukraine, je paye les réparations à l'Ukraine et je redeviens un pays normal. Donc tout ça, ça peut être aujourd'hui, demain, dans 2 jours. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun empêchement à ça. Seulement, il y a un seul empêchement, c'est que Poutine, si j'étais vulgaire et populaire, j'aurais dit c'est un con ou un connard. Et si je reste dans le politiquement correct, je dis c'est quelqu'un qui est borné. C'est quelqu'un qui est borné, c'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs, parce que l'Ukraine, c'est l'erreur fatale de Poutine. Il est en train de se suicider. Il est en train de se suicider, il est en train de tuer son régime, et il est en train de tuer la Russie. Et il est en train peut-être de pousser le monde vers la 4e guerre mondiale, puisque la 3e a eu déjà lieu. Les gens l'oublient que la guerre froide était une guerre mondiale. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, la guerre peut s'arrêter aussi rapidement que la coalition occidentale fournisse les armes à l'Ukraine. Si les armes en quantité nécessaire au front, c'est-à-dire au général Zaloujny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, étaient fournies par l'Occident, la guerre se terminera aussitôt parce que l'Ukraine battra la Russie. La Russie, c'est un pays très faible économiquement. On a découvert que c'est un pays très faible militairement, qu'il n'a pas d'armée et qu'il n'a pas d'industrie de guerre et qu'il ne pourra pas mettre en place une très rapidement. Et donc, tout se bloque parce qu'en fait, l'Occident donne suffisamment d'armes pour que l'Ukraine résiste, mais pas assez d'armes pour que l'Ukraine contre-attaque. Voilà. Oui. Donc ça, c'est la réponse, la deuxième réponse principale. Et donc la troisième réponse, puisque c'est comme ça, aussi longtemps que l'Occident ne fournit pas ses armes, l'Ukraine va être bloquée et la Russie est bloquée. Et donc du coup, là, on est bloqué. Et là, je suis d'accord avec vos auditeurs, je suis aussi pessimiste qu'eux. Je crois que là, on est parti quand même dans un long terme. Donc, je ne crois pas que cette guerre soit terminée en 2023. Puisque je vous rappelle aussi, où j'apprends à ceux qui ne connaissaient pas du tout, que cette guerre dure déjà 9 ans. Ce n'est pas 1 an qu'elle dure, elle dure 9 ans. Parce que la Russie a commencé cette guerre, et je précise bien, c'est la Russie qui a commencé cette guerre. Cette histoire de séparatiste ukrainien n'existe pas. C'est une histoire complètement inventée. C'est la Russie qui a annexé la Crimée en 2014, c'est la Russie, avec ses forces armées, avec ses services spéciaux et avec sa politique, est entrée en Ukraine, à l'est de l'Ukraine, a recruté quelques bandits locaux pour leur servir de façade, et c'est la Russie qui mène l'agression depuis 9 ans. Donc cette guerre est déjà longue. Et cette guerre a duré déjà 2 fois plus que la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc là, on est parti, et quand c'est parti comme ça, quand il y a un conflit qui dure longtemps, d'ailleurs, si j'étais un peu cruel, j'aurais dit que l'Israël en sait quelque chose sur les guerres qui durent. Sur les guerres qui durent et également sur ma deuxième question, Sergueï, sur le fait que l'Assemblée générale de l'ONU a exigé hier un retrait immédiat des troupes russes qui ont envahi l'Ukraine. Et j'allais vous dire que là aussi, Israël a des dizaines de résolutions de l'ONU et ça ne change rien. Donc ça ne va rien changer non plus pour Poutine?
Non plus malheureusement parce que le truc, la deuxième chose catastrophique qu'on a découvert avec Poutine, c'est que l'ordre mondial en fait ne fonctionne que quand il va bien. Quand tout va bien ou quand il y a des petits conflits, des tout petits conflits. Hein, c'est pas quand je dis de tout petits, c'est à l'échelle mondiale, hein, c'est à l'échelle historique. Hein, et il peut y avoir des millions de morts, mais c'est tout petit parce qu'en fait, ça se passe dans un coin comme Érythrée ou Darfour, donc en fait, qui intéresse personne en réalité, sauf les gens qui sont sur place. Même le conflit israélien-arabe, il intéresse que les gens qui habitent en Israël et dans les pays arabes autour. En gros, en fait, tant que ce conflit ne vient pas vers nous, quand je dis nous, le monde, en fait, on s'en fout. Ce conflit est venu en 72, lorsque les Palestiniens ont fait un acte terroriste à Munich pendant les Jeux Olympiques. Là, il est venu en Europe. Et l'Europe s'est réveillée, il s'est dit, ah tiens, il y a un truc qui se passe quelque part, etc., etc. Et donc, en fait, tant que ce conflit ne vient pas vers nous, réellement, hein, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas des soldats, des bombes qui tombent, qui commencent à nous tomber sur sur la gueule, on s'en fiche. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Russie. Tout le monde se pose la question, mais les Russes, pourquoi ils ne réagissent pas? Mais vous savez, la Russie, c'est un pays de 17,5 millions de kilomètres carrés. Je donnais déjà ce chiffre à chaque fois lorsqu'on parle de Russie. La Russie, c'est un pays de 11 fuseaux horaires. Et vous savez, à Kamtchatka se trouve à 10 000 kilomètres de Donbass. Enfin, à 8 000 kilomètres de Donbass, plus précisément. Mais 8 000 kilomètres, c'est énorme. Regardez déjà la France ou la Belgique. Lorsque vous êtes au nord de Belgique, est-ce que ça vous intéresse ce qui se passe à la frontière avec la France? Un peu moins, c'est évident. Est-ce que vous êtes à Liège? Est-ce que ça vous intéresse ce qui se passe avec la frontière avec la Hollande? Ben non. En fait, tant que c'est pas dans votre quartier, tant que c'est pas dans votre ville, dans votre région, dans votre département pour les Français, dans votre région pour les Français, on s'en fiche un peu. Et c'est ça le problème de l'humanité et de toutes les guerres que l'humanité a menées. Ça change un tout petit peu actuellement puisque en fait le monde est interconnecté maintenant et on vit même si cette guerre on la vit bien évidemment par procuration. C'est une guerre virtuelle, c'est toujours les guerres virtuelles, mais on les vit maintenant sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que maintenant, on les voit tout le temps. Vous branchez LCI vous avez il y a une omniprésence médiatique de cette guerre en Ukraine depuis un an, mais qui joue en faveur des Ukrainiens, parce que c'est vrai que Zelensky a très peur que les gens se lassent en fait de la guerre en Ukraine à force de les voir en fait. Déjà omniprésent, il faut bien le dire, hein, parce que si vous prenez par exemple les 4 chaînes d'information continue, il n'y a que LCI qui parle de la guerre. Toutes les autres n'en parlent presque plus. CNews n'en parle pas du tout. France Info TV parle de temps en temps. BFM parle de temps en temps. Par exemple, cette semaine, BFM a parlé de Pierre Palmade et de l'enseignante assassinée depuis 2 semaines. Et en fait, ils ont absolument pas. J'en sais quelque chose parce qu'en fait, on m'a annulé toutes mes présences sur les plateaux de BFM cette semaine. Voilà. Très mauvaise idée. Sergueï, ce plan de paix qu'a présenté la Chine cette nuit en 12 points et qui demande donc à Kiev et Moscou de s'asseoir autour d'une table. Vous y croyez? Non. C'est pas un bon intermédiaire, la Chine, pour faire la paix entre la Russie et l'Ukraine? Si, c'est un bon intermédiaire, mais c'est pas pour s'asseoir autour d'une table. La Chine aurait dû dire à Poutine, tu arrêtes la guerre, tu retires tes troupes. Point barre. Parce qu'en fait, la Chine joue un jeu qui est illogique, puisque pour la Chine, Donbass, c'est exactement Taïwan. Ça veut dire que l'Ukraine est en train de se battre pour récupérer le territoire qu'elle considère comme le sien. Et la Chine considère Taïwan comme son propre territoire. Donc donc la Chine s'est trompée complètement de jeu géopolitique parce qu'elle soutient la Russie qui veut séparer un morceau du territoire ukrainien. Ça veut dire que c'est comme si la Chine soutenait les États-Unis qui lui empêchent de prendre le Taïwan. La Chine s'est trompée
complètement. Ils sont débiles. Ils sont débiles dans cette histoire. Et, au niveau stratégique, ça veut dire à long terme. À court terme, ils sont gagnants puisque la Russie, qui est sous les sanctions occidentales, bien évidemment, lui vend le pétrole et le gaz à un prix dérisoire et que la Chine en profite momentanément. Donc à court terme, la Chine en profite. À moyen terme, la Chine profite parce que la Russie est affaiblie et donc elle pousse Poutine à s'engager dans cette guerre longue parce que plus ça dure, plus l'économie russe tombe et plus cette économie et ce pays va dépendre de la Chine. Mais à long terme, les Chinois sont débiles parce que en fait, ils ne soutiennent pas leur propre cause. Et donc, quand ils vont réclamer Taïwan, on va leur dire mais vous faites exactement la même chose que les Russes. Voilà. Donc, en fait, ils ont fait que au lieu de s'associer à l'Ukraine et donc en fait de s'associer aussi à la sympathie et à la solidarité internationale en disant ils veulent récupérer le territoire qui est le leur et nous Chinois nous le soutenons et quand nous allons faire la guerre aussi pour récupérer Taïwan vous allez nous soutenir de la même façon. Eh ben non, ils ont tout raté. Sergueï, ma dernière question rapidement. Il y a une polémique en France en ce moment, notamment entre BHL et Arnaud Klarsfeld. Le premier qui dit qu'Israël et le peuple juif devraient soutenir beaucoup plus l'Ukraine et le second qui dit qu'il faudrait que l'Ukraine ait mieux fait son travail de mémoire et sa réflexion par rapport à la Shoah. De quel côté vous vous trouvez, Sergueï? Oh là, je veux pas rentrer. Alors là, c'est un piège, Lise. C'est un piège, Bon, vous savez. d'accord. Alors, vous potasserez pour notre prochaine interview. C'est rare que j'arrive à vous prendre en défaut. Sergueï Girnov, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB et auteur de plusieurs livres, notamment sur cette guerre en Ukraine. Une bonne journée à vous et vous potasserez l'histoire de l'Ukraine sur la Shoah pour notre prochaine discussion. À bientôt. Merci. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, je ne vous présente plus, mais tout de même, je vais le dire. Vous êtes espion du KGB et auteur de nombreux livres et spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Alors, on a demandé à nos auditeurs aujourd'hui si le groupe Wagner devait être désigné comme organisation terroriste. Et à une très grande majorité, ils ont répondu oui, 92% d'un côté, 100% de l'autre. Quel est votre avis là-dessus, Sergueï? Bah, déjà, je suis ravi que le pourcentage est très élevé. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que dans le premier cas, il y a seulement 92% qui se sont prononcés. Donc, c'est les 8% qui me posent le problème. Alors, ce groupe Wagner, aujourd'hui, dans la guerre en Ukraine, il représente plus de 20 000 mercenaires. Ça fait 10% de l'ensemble des troupes russes sur le front. C'est beaucoup d'influence tout de même, Sergueï, pour... Pour les chiffres, on sait pas exactement. En fait, déjà, les troupes russes sont estimées actuellement sur le front à peu près 330 000. Donc, c'est un peu plus que. Donc, du coup, Wagner, c'est un peu moins que 10% par rapport à ça. Et de toute façon, vous savez, la présence de groupe Wagner, c'est sur le front, c'est quelque chose d'anormal pour un pays avec une armée puisque c'est une armée privée, donc c'est très difficile d'organiser les activités militaires sur un front de guerre avec des unités qui ont un commandement différent, qui ont la façon de procéder différente, qui ont le financement différent, et donc tout ça, c'est pas normal. Ça prouve d'ailleurs que l'armée russe est malade et l'État russe est malade. Alors, Evgeny Prigogine, le fondateur de Wagner, a publié une vidéo sur Telegram cette semaine où il disait que Bakhmut ne va pas être pris avant mars-avril et où il accusait, je cite, la monstrueuse bureaucratie militaire russe de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, on comprend bien qu'il est en conflit actuellement avec la hiérarchie militaire des Russes.
Bah, de toute façon, il est en conflit avec tout le monde depuis toujours, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà un énorme ego, et en plus, c'est tout simplement la logique, parce qu'en fait, il a sa propre structure, il veut la mettre en valeur, et bien évidemment, quand il n'a pas de résultats, et il n'a pas de résultats escomptés, il faut trouver les réponses, et les réponses, quand tout va mal, c'est pas lui, c'est pas son fonctionnement, ce n'est pas c'est militaire, enfin, ou paramilitaire plutôt, mais bien évidemment, c'est quelqu'un d'autre. Poutine, d'ailleurs, a exactement le même fonctionnement. C'est toujours, quand ça marche, c'est lui, quand ça marche pas, c'est toujours les autres. Et donc, Prigogine n'a pas inventé la roue par rapport à ça. Donc, on voit qu'il stagne depuis des mois, mais d'ailleurs, avant lui, la Russie stagne au même endroit depuis 9 ans. Parce que je vous rappelle quand même que dans la région de Avdiivka, Bakhmut et Soledar, les Russes essaient de progresser depuis 9 ans avec très peu de résultats, parce qu'en fait, c'est une guerre comme pendant la Première Guerre mondiale entre les Allemands et les Français. Ça veut dire que vous avez les tranchées. En fait, il y a une structure de tranchées qui est énorme, et c'est très très difficile en fait de faire bouger d'un camp ou dans l'autre. En fait, c'est pareil pour les Ukrainiens. Et donc là, Prigogine ne progresse pas. Il lui faut donner des résultats parce que c'est bientôt un an que dure cette guerre. Et bien évidemment, il a trouvé la réponse. Ce sont les bureaucrates de Shoigu et de Gerasimov qui le gênent. Il n'y a rien de nouveau non plus, hein. Alors, selon lui, enfin, ce dont il se plaint notamment, c'est de ne pas pouvoir recruter des prisonniers et de leur donner l'amnistie en échange. Donc, ça confirme ce qu'on savait déjà, que ces troupes, c'est des mercenaires sans foi ni loi, et lui-même a été emprisonné pendant 9 ans. Ça, on le savait. D'ailleurs, à la limite, en Russie, le fait qu'il ait passé 9 ans en prison, c'est plutôt un avantage que, que quelque chose de négatif, hein. Vous savez, dans un pays où la moitié de la population est passée par le goulag, on ne va pas effrayer par un passé criminel personne. Au contraire, Poutine, je vous rappelle, quand il est arrivé au pouvoir, en fait, il a essayé de se présenter plutôt comme quelqu'un de la pègre. Il a utilisé le langage fleuri de la pègre, mais on le croyait pas parce qu'en fait, tout le monde savait qu'il s'était un ancien officier du KGB. Prigogine, par rapport à ça, il a une authenticité, une légitimité. En revanche, cette histoire de recrutement dans les prisons, ça posait énormément de problèmes parce que, bien évidemment, déjà, il y a tout le côté judiciaire et de l'intérieur qui était très mécontent parce que vous imaginez les gens qui mettent en prison les criminels et puis après, il y a un Prigogine qui arrive et qui dit moi je les prends, je les envoie à la guerre. Donc en fait, tout ça, ça crée bien évidemment des tensions auprès des juges, auprès des opérationnels judiciaire, etc., etc. Il n'était pas aimé déjà par ces gens-là. En plus, ça posait aussi la question de qui est qui dans cet État, parce que d'habitude, c'est le président qui peut amnistier les gens, et donc soit Prigogine est un envoyé du président, soit il usurpe la fonction du président. Et là aussi, c'est quelque chose qui ne jouait pas en sa faveur. Et puis il y a autre chose, en fait, vous savez, la prison, c'est un endroit, on peut croire que c'est un endroit très limité parce qu'en fait les gens sont enfermés et soi-disant l'information ne circule pas. C'est faux, l'information circule très rapidement dans les prisons. Et lorsque la première vague est partie sur le front, on a appris très vite que sur 10 prisonniers envoyés par Prigogine sur le front, il y avait 9 qui étaient tués ou blessés. Et donc, la deuxième vague, ils sont peut-être prisonniers, mais ils ne sont pas entièrement cons quand même. Et donc, du coup, ils ont compris que vaut mieux peut-être rester en vie dans les conditions difficiles de la prison que de crever sur le front dans un pays qu'ils connaissent même pas. Quand c'est pas qu'ils désertent et qu'à ce moment-là, les autres du groupe Wagner les assassinent sur place. Donc, ça fait pas beaucoup d'avenir sympathique. Alors, on a vu une ex-athlète russe très populaire, Mariana Nomova, qui a été visiblement formée par le groupe Wagner, qui était correspondante de guerre officiellement, et on la voit maintenant, elle a fait donc photo avec les fondateurs de Wagner. Est-ce que c'était pour faire du buzz, Sergueï, ou l'idée derrière ça, c'est d'intégrer les femmes dans le groupe Wagner? C'est les deux.
C'est d'abord le buzz parce que en fait c'est assez marrant parce que vous savez qui les Kim Kardashian elles sont influenceuses pour vous vendre les produits cosmétiques et les fringues et là en Russie on vous vend la mort en fait on vous vend la possibilité d'aller vous faire tuer sur le front donc en fait c'est complètement débile ça montre aussi que la Russie c'est un pays qui est un pays vraiment très malade mais bien évidemment c'est aussi parce que on manque de tout sur le front, y compris d'infirmières, y compris de personnes soignantes, des personnes enfin, au niveau de logistique, et les femmes sont les bienvenues. Mm. Alors, l'autre tactique du groupe Wagner, c'est de prendre le contrôle de trucs économiques extrêmement importants. Donc, à Soledar, il est allé prendre l'usine de sel. En République centrafricaine, il avait pris la mine d'or. En Syrie, c'est les champs de gaz et de pétrole. Donc, en fait, c'est plus juste un mercenaire et un chef de guerre, c'est devenu aussi un homme d'affaires international, sans scrupules, évidemment, mais avec un groupe financier et minier. Comment on peut arrêter ça, en fait, Sergueï? Bah, disons que Prigogine a commencé comme un homme d'affaires parce que à la sortie de la prison dans les années 1990, il a commencé à vendre les hot dogs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les hot dogs, c'est bien évidemment le mets américain de cet impérialisme américain et occidental qu'il dénonce. Et puis après, il s'est fait comme ça, il a réussi à se faire son premier million en dollars, monnaie américaine. Et puis, il a développé son groupe, mais comme c'est un pays corrompu, donc la plupart de son argent a été fait sur la corruption avec le ministère de la Défense. Et c'est comme ça qu'il a établi le contact avec le ministère de la Défense. Et Poutine lui a demandé de chapeauter ce groupe, qui est un groupe au début qui dépendait du ministère de la Défense et qui réalisait les buts géopolitiques russes, non pas de Prigogine, mais de l'État russe. Et donc, quand il est à l'étranger, c'est bien évidemment c'est l'État russe en fait qu'il sert il est juste un prête-nom en fait pour que cet État russe ne soit pas reconnu en tant que tel dans les opérations un peu sales. Et donc par rapport à ça, là non plus rien n'est nouveau. D'ailleurs, les Américains avec Blackwater ont fait exactement la même chose. Hein. Donc en fait, on sait très très bien à quoi servent ces groupes de mercenaires. C'est juste pour rompre justement cette chaîne de responsabilité étatique quand il y a des opérations très sales à l'étranger. Mais Prigogine, le problème, c'est qu'il a pris un melon. Il a pris un gros melon et maintenant il se prend pour Poutine en fait et il commence à penser et si je remplaçais directement Poutine, c'est ça le problème maintenant. Mm. En tout cas, ce n'est pas les sanctions internationales ni le fait d'être sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI qui a l'air de le déranger, Sergueï. Ah, ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est faux, parce que comme bien évidemment il a beaucoup d'intérêt à l'international, donc là les sanctions internationales marchent beaucoup mieux qu'à Ah. l'intérieur de la Russie, parce que la Russie à la limite elle peut se faire payer en roubles ou je sais pas en kilomètres au carré de quelque chose, je sais pas, de bois russe, mais là quand il part à l'étranger il faut avoir des devises fortes. Et donc là, c'est quelque chose qui peut lui faire beaucoup de mal. Bon, c'est déjà ça. Alors, il dit que pour conquérir Bakhmout, il va lui falloir couper toutes les routes d'approvisionnement. Est-ce que les Ukrainiens peuvent se préparer puisque maintenant ils connaissent le plan, ou est-ce que ça va être une boucherie, Sergueï? Ça risque d'être une boucherie parce que de toute façon, en fait, Poutine a opté. On a compris que Poutine n'avait pas d'armée, qu'il faut que fonctionner. Il a perdu toutes les troupes qui étaient les troupes de qualité pendant la première année de cette guerre. Il a perdu beaucoup de matériel. Maintenant, ils ont le vieux matériel soviétique et ils misent uniquement sur la chair à canon. Et donc, ça, malheureusement, c'est les méthodes staliniennes. On compte pas le nombre de personnes qu'on sacrifie, d'ailleurs, pour exécuter les buts qui ne sont même pas stratégiques. Parce que, bien évidemment, là, vous avez parlé de Soledar. Bon, il y a cette mine de sel qui est là-dedans, mais autrement, la localité de Soledar, c'est rien du tout. Hein. C'est 10 000 personnes avec aucun but stratégique, aucune valeur stratégique. Et donc, voilà, on s'invente aussi cette valeur stratégique pour soi-disant démontrer à Poutine les résultats quand il n'y en a pas. Et on craint quand même un fameux assaut la semaine prochaine pour les 1 an de la guerre.
personne ne sait parce que vous savez, c'est souvent quand on annonçait les grandes dates, on était déçus. Par exemple, l'année dernière, on attendait quelque chose pour le 9 mai puisque c'est l'anniversaire de la guerre patriotique en Russie. Il s'est rien passé. Donc là, on attend un discours de Poutine, on attend un concert au stade Loujniki, on attend l'annonce, enfin l'adresse de Poutine au Parlement réuni, mais on ne sait pas si cet assaut va être donné parce que finalement, les Russes, bien évidemment, les Russes ont assemblé quelques milliers de personnes sur le front, un peu plus qu'avant, mais ils ne sont pas pour autant préparés, ils ne sont pas pour autant mieux équipés. Et donc, d'ailleurs, peut-être cet assaut a déjà commencé puisque depuis 3 semaines, on voit quand même qu'il y a les tentatives de mobiliser un peu plus et d'activiser un peu plus les batailles sur le front. Bon. Merci beaucoup, Sergei Girnov. Toujours très intéressant votre expertise sur la guerre en Ukraine. Je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB et auteur de plusieurs livres, dont L'éclaireur qu'on voit derrière vous et qui raconte votre parcours. À très bientôt. Merci. Et ce matin, dans cette spéciale consacrée à la visite de Volodymyr Zelensky en Belgique, ma chère Lise, on ne peut pas faire l'économie de notre invité Sergei Girnov. Bonjour. Bonjour. Et oui, on est ravis d'être avec vous, Sergueï. Comme d'habitude, nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes ancien espion du KGB et auteur de plusieurs livres sur la Russie et l'Ukraine. Alors, une semaine après avoir accueilli à Kiev les représentants des institutions européennes, le président ukrainien est espéré. À l'heure où on enregistre cette interview, on ne sait pas encore vraiment s'il va venir, ne va pas venir et comment va se passer cette visite. En tout cas, Sergueï, des diplomates le soupçonnent de vouloir se mettre en valeur par rapport à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec qui visiblement ses relations sont mauvaises. Ah, il ne le montre pas, hein. C'est parce qu'en plus, il a fait un effort de déplacement à Kiev, donc c'est quelque chose qui ça se voit pas trop. Donc après, le problème, c'est que en fait, l'Ukraine, je dirais pas exige des choses, mais presse la Commission à aller beaucoup plus loin. Et donc, du coup, c'est important. Après, est-ce que il va venir ou pas? C'est ça la grande question, parce que justement, on en a parlé un tout petit peu avant l'antenne, puisque Zelensky, quand il est allé aux États-Unis, c'était un grand coup. Hein, c'est vraiment un énorme coup, parce que c'est la première fois où il sortait du territoire de son pays après le début de la guerre, parce qu'en fait, il s'est donné pour règle de ne pas quitter le pays pour rester tout le temps en permanence sur le sol ukrainien. Et là, aux États-Unis, c'était une grande réussite. Donc, elle a été reçue au Congrès. Ça lui a permis aussi d'avancer sur beaucoup de dossiers, parce que quand on voit les gens directement, c'est autre chose que quand on les voit entre deux portes ou par télétravail, comme fait Poutine de son bunker. Et donc, ça change un peu. C'était la grande pompe. Et je crois que, en fait, Zelensky avait envie de refaire ça, surtout que les derniers temps, on a eu quand même des tensions avec l'Allemagne déjà à côté sur le principe des chars Léopard, parce que Scholz était très réticent. Ils ont changé de ministre de la Défense. En fait, on voit que quand même c'est très tendu les derniers temps. Et puis Poutine, il menace à chaque fois lorsqu'il y a quelque chose d'important, il menace de la Troisième Guerre mondiale. Il est allé à Stalingrad pour le coup, où il a prononcé juste un petit discours de 8 minutes. Je me demande, enfin c'est un petit service, c'est un service minimum. Hein. Voilà. Et donc, pour Zelensky, bien évidemment, être physiquement présent à Bruxelles, c'est très important. Mais j'ai comme des doutes parce que, en fait, la visite aux États-Unis était quasiment pas annoncée. Celle-ci est annoncée.
Et on est sur le sol Bon, elle n'était pas européen. censée être annoncée, ça a été fuité. Et c'est arrivé au moment où le nouveau ministre allemand de la Défense, puisque vous en parliez, Sergueï, était en visite surprise à Kiev. Alors, je ne sais pas très bien si ça a fuité par des journalistes ou comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est vrai que depuis qu'il y a eu des fuites, on a l'impression qu'il est moins attendu. Mais entre-temps, on a eu aussi l'info qu'il allait venir pour sa deuxième visite à l'étranger, peut-être d'abord au Royaume-Uni, avant Bruxelles, pour rencontrer le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Donc pourquoi est-ce que tout de suite maintenant, Zelensky faudrait qu'il fasse une espèce de tournée européenne alors que justement, il bougeait pas de son pays à part pour Washington? Justement parce qu'en fait la brèche est ouverte. Donc une fois lorsqu'il est allé aux États-Unis, il n'a plus d'excuses en quelque sorte parce qu'à la limite la règle elle est très simple. La règle est noire ou blanche. Donc soit il reste tout le temps en pays, soit il peut sortir. Et si il s'est permis de sortir aux États-Unis, pourquoi pas ne pas sortir. Surtout les voyages européens, ça prend très peu de temps en fait. Vous savez très très bien. Il Oui. suffit de 2 heures pour faire Kiev-Londres et 1 heure pour faire Kiev-Bruxelles. Donc c'est vite fait. Hein. Après, c'est vrai que dans la logique de l'engagement des pays dans le conflit ukrainien, je dirais que la deuxième visite était plutôt logique pour la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne était quasiment presque le premier moteur de l'aide à l'Ukraine. Sauf que ce moteur fonctionnait quand il y avait Boris Johnson. Boris Johnson en lui-même était le moteur. Vous savez, ils ont pensé même de lui donner la citoyenneté ukrainienne et d'aucuns disaient que il aurait pu le nommer Premier ministre de l'Ukraine, Zelensky. Mais ils sont pas au ballon d'essai, hein, parce que je vous rappelle que le président géorgien Saakashvili, quand il a été chassé de son pays après le renversement en Géorgie, il a obtenu la nationalité ukrainienne il s'est impliqué dans la politique ukrainienne et il a été même gouverneur d'Odessa à un moment donné. Donc là, je vous rappelle aussi à tous nos auditeurs qu'il est en train de crever actuellement dans une prison en Géorgie, à Tbilissi. Personne n'en parle. En fait, c'est un drame épouvantable. Il a perdu 40 kilos, donc en fait, il est quasiment au bord de la démence. Donc voilà, c'est les choses comme ça. Et c'est pour en revenir à la Grande-Bretagne. Donc Boris Johnson, c'est quelqu'un qui s'impliquait beaucoup plus que Biden. En fait, la locomotive de l'Occident, c'était Boris Johnson. Et quand il y a eu changement de gouvernement en Grande-Bretagne, c'était une grande perte pour l'Ukraine. Après, Bruxelles, c'est incontournable parce que en réalité, au mois de juin, quand Macron, Scholz et Draghi sont venus à Kiev au mois de juin, il y avait la question de candidature à l'Union européenne ukrainienne. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Sergueï. En fait, il y a cette histoire des chars et du soutien militaire. Et en ce qui concerne Londres, de former les pilotes d'avions de chasse ukrainiens, il y a l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et il y a les sanctions contre la Russie. Donc, il a quand même 3 énormes sujets, Volodymyr Zelensky. Et le quatrième, c'est l'adhésion à l'OTAN. Et donc, voilà, il y a 4 énormes sujets parce que le siège de l'OTAN, c'est aussi à Bruxelles. Donc, exact. À mon avis, s'il vient à Bruxelles, c'est non seulement pour la Commission, mais aussi pour le siège de l'OTAN. Comme tout le monde. C'est ce qu'ont fait les Israéliens aussi, hein, Sergueï. C'est ça, mais c'est incontournable. En fait, Bruxelles, c'est ça, tout le monde connaît. Après, en fait, c'est désolant pour le roi des Belges parce que personne ne le voit. Je veux dire, le président Herzog, par exemple, est venu voir le roi des Belges, mais il est resté 10 minutes. Ils ont pris un café, il a fait une photo et on passe à autre chose. C'est ça, c'est un petit selfie protocolaire qu'on fait avec le roi, puisqu'on est quand même sur le sol belge, donc ne pas lui dire coucou, c'est impoli. Mais bon, le pauvre, en fait, on comprend qu'il joue pas grand rôle dans la diplomatie internationale. C'est d'abord une capitale européenne, c'est ça la vérité. C'est ça le truc. Et donc, bien évidemment, vous avez compris, les enjeux quand même sont énormes parce que, en fait, Poutine lui-même a poussé. Déjà, Poutine a fait renaître
les phénix descendre. Il a fait renaître l'OTAN, il a fait renaître Biden, qui était quasiment en mort politique clinique. Mais en même temps, il est lui-même un phénix parce que regardez son âge, Sergueï, il est là tous les hivers, on le voit courir, sauter, faire du cheval. C'est Superman, Poutine. C'est ça. Poutine, non, Poutine, justement, en fait, ça fait 2 ans, on l'a pas vu torse nu, Ah. il s'est pas baigné pour la nativité Ah, donc russe. c'est qu'il va pas bien. Non, il va pas bien. Hein. Et d'ailleurs, on se pose les questions si c'est. D'ailleurs, Zelensky l'a trollé. Hein, il a dit quand il s'est adressé à Rastatt au Forum international de Davos, il a dit est-ce que vous êtes sûr déjà que vous parlez à Poutine réellement, que le vrai Poutine ne soit pas mort et que la personne qu'on vous présente sur Chroma Key, c'est vraiment celui qui se vante d'être président de Russie. Donc ouais. C'est vrai qu'on en plaisante, Sergueï, mais on est quand même au 350e jour de guerre en Ukraine et c'est un bilan qui est catastrophique. Et en plus, si j'ai bien compris, les Ukrainiens s'attendent à un nouvel assaut aux alentours du 24 février, date du début de cette fameuse guerre et de l'invasion ordonnée par Poutine. C'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai annoncé cet assaut le 11 janvier. Et là, il y a Financial Times qui se réveille 3 semaines après. Tout le monde parle, tout le monde parle de cet assaut. Quand moi, j'ai dit le 11 janvier que l'assaut va venir, vous savez, parce que c'était tout simplement la logique, en fait, la logique d'un analyste et ancien espion. Si Poutine a changé la direction de cette opération spéciale, comme il l'a nommé, et que s'il a mis Gerasimov, qui est le chef d'état-major des forces armées, c'est-à-dire il a mis quand même à la tête de cette opération le premier militaire du pays, lui a donné comme adjoint deux chefs ce qu'on appelle des armes, c'est-à-dire de l'armée de terre et de l'armée de l'air et cosmique. Et donc, moi, j'ai dit tout de suite, j'ai tiré tout de suite la conclusion, les Russes préparent un assaut. Et puis, 3 semaines après, Financial Times fait l'annonce, Sergueï avait raison, maintenant les Russes vont attaquer. Mais ça, c'est logique aussi, parce que vous avez dit, ça fait bientôt 1 an que cette guerre dure. C'est une vraie guerre. Poutine, même s'il le dit pas, c'est la vraie guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Elle n'arrive pas. Et c'est ça le problème. Et donc, bien évidemment, là, ils ont fait la mobilisation. Ils essaient ils ont ramassé déjà 2 fois plus de troupes qu'il y a 1 an. Et donc là, c'est pour ça d'ailleurs Zelensky peut-être vient aussi secouer un peu le cocotier à Bruxelles en disant, écoutez, même s'ils sont mal armés, même s'ils sont mal préparés, quand il y a 330 000 qui vont nous attaquer, on va manquer tout simplement de munitions pour les dézinguer. Et donc, bougez-vous un tout petit peu, chers Européens, Américains, etc., parce que promettre les chars, c'est bien, mais il faut que ces chars soient quand même... Voilà. Il faut les livrer. Il faut les livrer. Non seulement il faut les livrer, il faut qu'ils soient aussi opérationnels sur les champs de bataille, il faut préparer les gens, donc en fait ça demande du temps. En attendant les chars, livrez-nous déjà les roquettes, les missiles, les bombes, les munitions, etc. Donc bien évidemment les Ukrainiens flippent parce qu'il faut rappeler aussi à nos éditeurs que chaque jour des gens meurent en Ukraine, et non seulement sur le front, parce que la Russie bombarde aussi le pays pacifique derrière le front. Et donc, je vous rappelle cette histoire de missile qui a anéanti la moitié de l'immeuble à Dnipro en faisant, je sais pas, 100 de morts. Et donc, voilà, cette guerre, c'est une guerre terrible. Oui, c'est une boucherie. Vous imaginez les pertes rien que côté russe. On parle maintenant de 200 000 de tués et de blessés. Afghanistan, 10 ans, c'était 15 000. 15 000 Afghanistan, 10 ans. Et ça a entraîné derrière lui la chute du RSS. Là, on est dans une échelle complètement différente. Mais apparemment, Poutine s'en fout. En fait, on parle d'un demi-million qui se prépare aussi à être mobilisé. Et ce que je regarde aussi, c'est qu'en fait, ces mobilisés, en fait, ces gens qu'on envoie à la boucherie, paraissent ne pas réaliser ce qui se passe. En fait, ils sont joyeux, ils rigolent en disant à leur maman et à leurs sœurs et à leurs épouses, on va revenir. Et les Ukrainiens rigolent, enfin ricanent en disant oui, vous allez revenir, mais ça s'appelle
la livraison numéro 200. En fait, c'est le code militaire pour indiquer les cadavres. Voilà, donc c'est un peu, c'est très peu joyeux et bien évidemment, l'Ukraine malheureusement en fait dépend entièrement de l'aide occidentale. Elle n'a pas d'industrie militaire et si l'Occident tarde à lui livrer les armes qu'il lui faut, elle pourra même pas défendre ce qu'elle est en train de défendre, c'est-à-dire l'Europe. J'espère que pour une fois, vous allez vous tromper, Sergueï. Pour une fois, parce que là, c'est dur quand même ce que vous nous annoncez. Merci beaucoup pour cette analyse. Sergueï Girnov, je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB. Pour tous ceux qui veulent connaître votre vie, je leur conseille de lire L'éclaireur aux éditions Nimrod. Et pour les autres, L'engrenage chez Albin Michel sur cette atroce guerre en Ukraine. Merci Sergueï et bonne journée à vous. Merci.